Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes lundi 13 juin 2022. Merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA Idouidjabanyagirugou. Les principaux titres pour commencer. Plus de 2000 familles propriétaires des parcelles se trouvant aux alentours du palais présidentiel Nale House continuent de réclamer d'être rétablis dans leurs droits. Depuis 6 ans, le gouvernement leur a interdit d'exploiter leurs propriétés et depuis cette interdiction, c'est le silence total côté gouvernement. Le trafic humain prend de l'ampleur dans le camp des réfugiés Zaleka du Malawi, alerte l'office onusien ONUDC parmi les victimes du trafic des Burundais. Et comme tous les lundis, nous vous parlerons des victimes d'assassinats que la RPA a pu répertorier la semaine dernière. Voilà pour le sommaire, restez à l'écoute pour le développement. Bonjour, je venais de vous le dire, les propriétaires des 160 hectares de la colline Gasenyi-Nyakabondo en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, se trouvant aux alentours du palais présidentiel Nale House, ne cessent de demander au président de la République du Burundi de les rétablir dans leurs droits. Ils réclament entre autres la révision de la nouvelle ordonnance ministérielle qui actualise les tarifs d'indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, une ordonnance qui, selon eux, est contraire au code foncier burundais. Ils ont saisi le président de la République il y a 2 semaines, mais aucune suite n'a encore été réservée à leur correspondance. L'un de nous parle des points saillants de la dite correspondance. twebwe ababa muri hegitari 160 twasavye umukuru w'igihugu ko yodufasha iryo tegeko ryarayisohowe. Nous, les propriétaires de 160 hectares, avons demandé premièrement au président de la République de nous aider à ce que la nouvelle ordonnance ministérielle soit révisée dans le strict respect du Code des fonciers. L'article 426 du Code des fonciers stipule que les ministres ayant les terres dans leurs attributions fixent par ordonnance conjointe le niveau minimal des tarifs d'indemnisation des immeubles par nature et par incorporation pour cause d'utilité publique, ce qui n'a pas été respecté dans la nouvelle ordonnance ministérielle. Également, l'article 424 stipule que l'indemnité d'expropriation doit compenser intégralement le préjudice subi par l'exproprié et qu'elle est négociée à l'amiable entre les parties intéressées, ce qui ne sera pas possible car ils ont déjà fixé des tarifs d'indemnisation. C'est pourquoi nous avons demandé que cette ordonnance ministérielle soit révisée pour qu'elle soit conforme au Code des fonciers. Deuxièmement, nous lui avons demandé d'avoir un dialogue avec les représentants du gouvernement afin de résoudre nos problèmes fonciers comme le Code des fonciers l'indique. Troisièmement, nous lui avons demandé de respecter ce que le gouvernement nous avait promis en 2011 qu'en cas d'expropriation, il allait nous octroyer d'autres parcelles. Nous lui avons aussi demandé que le gouvernement puisse nous expliquer les projets qu'il planifie d'exécuter dans nos propriétés afin de savoir si c'est pour la cause d'utilité publique pour que nous puissions dégager ces terres telles que prévues dans le Code des fonciers. Iravuga yuko dutegerezwa kumenya neza ko twimuwe ku neza ya bose hanyuma tukabyemeza hanyuma tukagenda. Ces 160 hectares appartiennent à plus de 2000 familles et depuis 2016, elles n'ont pas le droit d'exploiter leur propriété, dossier que nous poursuivrons dans nos éditions ultérieures. Et en province Kirundo, le personnel de l'hôpital de Mukenke en commune Gambarangwe continue à dénoncer les malversations et actes de vol commis à cet établissement sanitaire. Le directeur de cet hôpital est accusé d'être impliqué dans la disparition de certains matériels. Plus de détails avec Dani Claire, il a trouvé.
Parmi les matériels qui ont disparu à l'hôpital de Mukenye figure un appareil utilisé pour l'oxygénothérapie et un autre outil appelé stérilisateur. Selon certains travailleurs de cet hôpital, l'un des matériels récemment disparus aurait une valeur de 12 millions de francs. Il y a un appareil appelé stérilisateur disparu en date du 15 mai dernier. Samedi, il n'y avait pas de travail. C'est dimanche qu'on a constaté que cet appareil n'était plus là. Cet appareil pesait 500 kg ou même plus. Il était dans un endroit caché. Je peux dire que c'était dans la salle d'opération. Certains travailleurs font savoir que le directeur a mis en place une commission chargée d'enquête alors qu'il y a la police. Ils pensent que cet appareil serait caché dans un endroit pour la ramener ensuite en prétendant que c'est un nouveau matériel acheté. C'est étonnant. On ne peut pas mettre en place une commission d'enquête composée du personnel de cet hôpital. En cas de vol, l'enquête est menée par la police et non pas par des civils. Les travailleurs estiment qu'on devrait d'abord enquêter sur l'employé qui avait travaillé ce jour-là. Vu l'importance qu'il accorde à ce cas de vol, les travailleurs pensent qu'il a caché cet outil d'une valeur de près de 12 millions de francs pour que plus tard, il le ramène en disant que c'est un nouvel outil qu'il a acheté. Les travailleurs de l'hôpital de Mukenye pointent du doigt leur directeur dans ce qu'ils appellent malversation et vol et demandent qu'il y ait des enquêtes approfondies. Nous constatons que les malversations continuent. Il a d'abord pris le moteur du véhicule et il n'a pas été inquiété. Le véhicule est là sans moteur. Maintenant, c'est le tour de cet outil. Nous pensons qu'il le fait exprès pour rassembler de l'argent. Nous demandons qu'il y ait des enquêtes approfondies. Nous ne voulons pas travailler dur pour que les autres en profitent. On n'a pas encore pu joindre Miburo Joseph, le directeur de l'hôpital Mukenye, pour qu'il s'exprime sur ces allégations. Merci à toi, Dani Claire Hilatkumva. Et page éducation sans transition. Les participants aux prochains états généraux de l'éducation devaient impérativement être animés de l'esprit patriotique. Conseil du professeur libéral Ibashira Kandi. Dans son intervention, ce dernier regrette le comportement politique affiché dans le milieu scolaire. Suivez-le. Des états généraux de l'éducation se tiendront à partir de ce mardi 14 juin jusqu'au 16. Donc pendant 3 jours, des experts, des syndicalistes, des responsables du ministère de l'éducation et des différentes universités se retrouveront pour, espérons-le, faire un inventaire des problèmes qui minent le système éducatif burundais. Je dirais que ces états généraux se tiennent au moment où tous les responsables du pays, où tous les acteurs du système éducatif burundais reconnaissent que la qualité de l'enseignement s'est fortement détériorée au Burundi. Je n'exagère pas en disant que l'état de délabrement du système éducatif burundais est très inquiétant. C'est pathétique, c'est dramatique, la situation est grave. Je voudrais interpeller tous les participants, le ministre de l'Éducation, tous les directeurs, tous les responsables du système éducatif burundais, directement ou indirectement impliqués, de se faire violence et d'avoir le courage de constater l'état de délabrement du système éducatif burundais. D'ailleurs, ici je fais référence au rapport d'évaluation de l'école fondamentale qui a été validé au mois de juin en 2021, il y a exactement une année. Ce rapport, à peine voilé, précise clairement que la réforme de l'école fondamentale a été un fiasco. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce rapport n'a jamais été rendu public. C'est étonnant que les États généraux se tiennent sans que ce rapport soit publié. En tenant compte de cette situation qui est dramatique pour l'avenir des générations futures et du pays, les participants à ces états généraux devraient avoir le courage, pendant les 3 jours, d'élaborer un arbre à problèmes qui mine le système éducatif burundais. Avoir le courage de dire la vérité, pas des calculs politiciens. À partir de cet arbre à problèmes, élaborer un arbre à solution. Ce projet de l'école burundaise devrait mettre en avant les valeurs,
d'Ubuntu et de Bushingatai, les valeurs qui ont guidé nos ancêtres pour bâtir le Burundi. Si rien n'est fait au Burundi, s'il n'y a pas une réforme ou une refondation complète du système éducatif burundais, il y a risque que le Burundi sera phagocyté par les pays de la sous-région. Il est urgent de repenser la formation des enseignants. Il faut absolument organiser un système de recyclage régulier des enseignants. Ces états généraux de l'éducation auront lieu du 14 au 16 juin 2022. Une pause avant d'entamer la page des droits de l'homme. Le membre de la Ligue Imbonerakure du CNDD-FDD en province Ngozi, nommé Manouangari, est accusé par la population de Ngozi d'assassiner, de torturer, de voler, de kidnapper les gens. Les habitants de cette province dénoncent l'impunité dont jouit cet Imbonerakure. Onésime de Shemagidze nous fait le point. Cet Imbonerakure du Nodo Manouangari qui persécute la population de la province de Ngozi est originaire de la colline Gitasi en commune Mumba. Il est venu s'installer sur la colline Kinyana de la commune Ngozi en 1993. Selon nos sources au chef-lieu de la province de Ngozi, cet Imbonerakure organisait et participait dans les disparitions forcées dans la ville de Ngozi. L'exemple est celui d'un jeune du Nord Pacifique Brikumana, ancien chauffeur de l'économie général du diocèse de Ngozi, qui a été enlevé au mois d'avril 2017 dans un bar communément appelé Kukawasore, tout près de la prison centrale de Ngozi, par son Manouangari accompagné par d'autres Imbonerakure, dont Régis Ndizeye, surnommé Mageus, planton de la mutuelle de la fonction publique à Ngozi, et un certain Butoyi qui habite à Gatare, du quartier Kinyami au chef-lieu de la province de Ngozi. À l'époque, ces Imbonerakure ont confié à Venant Miburo, qui était responsable du service national de renseignement en Ngozi. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas de traces de Pacifique Brikumana. Cet Imbonerakure du Nord de Manouangari est également accusé d'avoir arrêté et exécuté des gens en provenance du Rwanda en passant par la localité de Mihigo en commune Busiga. En 2020, ce Manouangari, en compagnie d'un autre Imbonerakure du Nord de Port, du quartier Rubuye, a arrêté au quartier Kinyami le responsable du parti CNR en commune Ngozi, Dinodo Nzeyimana, qui était avec d'autres membres du parti CNR. Ces derniers ont été incarcérés au cachot du service national de renseignement en Ngozi, où ils ont subi de la torture. Durant la même année, Manouangari était responsable de ceux qui ont pu recroire sur les domiciles des membres du parti CNR. Durant les élections de 2020, il a obligé aux électeurs de voter par force le parti CNDD-FDD au bureau de l'école fondamentale de Kinyana. Pour le moment, Manouangari est accusé par la population de la ville de Ngozi d'arrêter, tabasser et voler pendant la nuit les passants de la localité appelée Ferme et Burengo. Selon toujours nos sources à Kinyana, Manouangari se targue d'être chargé de la sécurité en province de Ngozi et d'être intouchable par les autorités. Lorsqu'il tient une réunion, il dit qu'il est commissaire chargé de la sécurité dans toute la province. D'autres disent que c'est un agent du service national des renseignements. Des gens sont battus et d'autres tués, à tel point qu'ils envisagent de fuir leur colline natale. Normalement, on devrait s'en remettre à l'administrateur et au gouverneur. Malheureusement, ils font comme si de rien n'était, alors qu'ils sont au courant de ces bavures. C'est pour cela que nous pensons qu'ils sont complices et qu'ils agissent sous leurs ordres. Les habitants de la colline Kinyana ne comprennent pas comment ils les persécutent, alors que l'administrateur de la commune Ngozi est natif de cette même colline et demande la sauvegarde de leur sécurité. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Joseph Martin Bouchoumi, administrateur de la commune Ngozi, pour donner des éclaircissements. Et je vous l'avais dit au début du journal, généralisation du trafic humain dans le camp des réfugiés de Zalika au Malawi. Selon une enquête de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC, le trafic dans ce camp, majoritairement congolais et burundais, concerne 10 hommes, 10 femmes et 10 enfants. ONUDC a prouvé que les victimes sont recrutées en Éthiopie, en RDC et au Burundi par des agents d'un réseau de trafiquants. Ils leur proposent des opportunités de travail en Afrique du Sud. Éloge Divin, Remèche.
Dans son article publié ce lundi, l'agence de presse africaine APA News dit que le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDEC en sigle, a montré que les femmes et les filles sont exploitées sexuellement à l'intérieur du camp de réfugiés d'Ozaleka, dans d'autres régions du Malawi, ou transportées vers d'autres pays d'Afrique australe à des fins d'exploitation sexuelle. Les hommes réfugiés sont quant à eux soumis au travail forcé à l'intérieur du camp ou dans des fermes au Malawi et dans d'autres pays de la région. La plupart des victimes secourues sont des hommes âgés de 18 à 30 ans. Il y a aussi des filles et des femmes âgées de 12 à 24 ans, originaires d'Éthiopie, du Burundi et de la République démocratique du Congo, selon le rapport de l'ONUDEC repris par APA News. Maxwell Matewele, fonctionnaire de l'ONUDEC, dit dans le dit rapport d'enquête que l'exploitation est généralisée au camp des réfugiés d'Ozaleka, avec plus de 90 victimes de la traite des êtres humains identifiées et secourus depuis octobre 2020. Ce même cadre de l'ONUDEC rapporte qu'il a été témoin d'une sorte de marché dominical où les gens viennent acheter des enfants qui étaient par la suite exploités dans des situations de travail forcé et de prostitution. Comme l'écrit APA News, Maxwell Matewele a affirmé que les victimes sont recrutées en Éthiopie, en RDC et au Burundi par des agents du réseau de trafiquants qui leur proposent des opportunités de travail en Afrique du Sud. Les victimes de ce trafic transitent par le camp d'Ozaleka et sont signifiées qu'elles doivent rembourser les dettes contractées lors de leur arrivée clandestine au Malawi, du moins selon l'agence de presse africaine APA News. Cette agence de presse dit également que 5 trafiquants présumés originaires du Malawi, de l'Éthiopie, du Burundi, du Rwanda et de la RDC ont été arrêtés. Et parlons toujours droits de l'homme. Le 13 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée arrive au moment où, au Burundi, les personnes atteintes de cette maladie continuent à être victimes de différentes formes de discrimination qui met en danger constant leur vie et leur sécurité. Josiane Moudaneza nous en dit plus. La journée internationale de l'albinisme a pour but de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans la vie quotidienne. Célébrée aujourd'hui sous le thème « Unis pour faire entendre notre voix », cette journée est, selon l'ONU, consacrée à la lutte contre le rejet dont sont souvent victimes les personnes atteintes par cette maladie. Au Burundi, le trafic des organes est la principale pratique qui menace la vie et la sécurité des personnes atteintes d'albinisme, du moins selon les défenseurs des droits humains. Ces derniers indiquent avoir répertorié 26 cas d'assassinats perpétrés contre les albinos depuis l'année 2008. Ces activistes précisent que ces personnes ont toutes été victimes de crimes qui découlent des croyances et des mythes erronés répandus dans la société. Dans ce genre de cas, les bourreaux exécutent et mutilent ces albinos dans l'objectif de vendre les parties de leur corps qu'ils utiliseraient dans les rites liés au fétichisme. À part les cas d'assassinat, les albinos sont également victimes de violences et d'exclusion sociale au Burundi, tant au sein de la société globale que dans la famille en particulier. Selon toujours les défenseurs des droits de l'homme, certains n'ont toujours pas accès à l'école, tandis que d'autres n'ont pas le droit à la famille suite aux préjugés diffusés dans la société à leur égard. Toutefois, les spécialistes du domaine de la santé expliquent que cette maladie liée au manque de pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux est une maladie non contagieuse et n'est transmissible que si les deux parents portent tous à la fois le gène de l'albinisme pour le transmettre. Et comme annoncé au début, clôturons ce journal par le bilan hebdomadaire de la sécurité. 7 personnes ont été tuées dans le pays la semaine dernière. Ces assassinats ont été enregistrés dans 7 différentes provinces. Les corps de 2 des victimes ont été retrouvés gisant dans la nature. Ce bilan des crimes est de la rédaction de la RPA. Eric Niyonzima. La première victime sur cette liste macabre est un jeune homme tué en zone Chibitoke de la mairie de Bujumbura dans la matinée de dimanche 12 juin. La victime a été tuée par balle, fusillée par des éléments de police. Ce jeune n'a pas été identifié, faute de quelques documents que ce soit sur lui. Dans la nuit de samedi 11 juillet, vers 19h30, il a été tué un homme de 55 ans sur la colline Runyonza de la commune Bugabira en province Kirundo. La victime était connue sous le nom d'Eliezer Gendakumana. Il a été fusillé par des personnes inconnues alors qu'il revenait des travaux champêtres. Dans la nuit de vendredi 10 juin, sur la colline Rutegama en commune et province Gitega, un septuagénaire connu sous le nom de Pierre Nahiro a été tué par machette. Les
auteurs n'ont pas été identifiés. Le même jour, sur la colline Kinama, en commune Gasogwe, il a été tué une septuagénaire Binodo Bonihanguye. Les auteurs de l'assassinat de cette vieille femme n'ont pas été identifiés. Toujours en date du 10 juin, cette année en province de Rumonge, il a été découvert un corps d'une femme sur les berges de la rivière Morembre, tout près de la route nationale numéro 3. La victime, connue sous le nom d'Aline Gendahoruri, avait quitté son domicile depuis mardi dernier. La dernière victime sur cette liste macabre est un nouveau-né. Il a été tué jeudi, le 9 juin, en commune Mugamba de la province de Bururi. Quelques jours après sa naissance, l'auteur serait sa propre mère. Merci à toi Eric Niondima et chers auditeurs, nous voici arrivés à bon port. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.